Et ce qui permet l'entrée en scène d'Ali. Alors, à moins que tu aies une blague à raconter avant, non? La question que vous avez posée, vous la gardez, vous me la posez après. D'accord? Ah, c'est un malin, comme ça il a eu le temps de réfléchir à la réponse. Ouais, c'est sympa ça. Bon, j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir Aliot Mehdi, qui est soignant, qui est infirmier anesthésiste, donc en réanimation anesthésie au CH de Chalon-sur-Saône. Donc, il était aussi dans l'organisation de ce colloque, il y a des liens d'intérêt, mais il le dira lui-même. Je crois que c'est important, ces partenariats qu'on peut faire avec les industriels. Et puis notamment, bon, on reparlera avec Alexandre, la dynamique qui peut s'opérer dans le cadre de l'innovation, dans le champ de l'innovation au CH de Chalon-sur-Saône. Merci beaucoup, Ali, de ta présence, et puis nous éclairer en tout cas sur ce nouveau dispositif. Je vais essayer. Bonjour à tous. Du coup, je vais avoir la lourde tâche de faire la liaison entre actuellement les services de réanimation, certains services de réanimation tels qu'ils sont, et puis probablement l'expertise que vous avez vue tout de suite avec Christina. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Il y a eu du travail qui a été fait avant, et là, je vais essayer de vous exposer un petit peu ce qui a été mené en amont pour pouvoir obtenir de tels résultats. D'accord ? Donc, moi, je m'appelle Aliot Mehdi, je suis infirmier anesthésiste à l'hôpital de Chalon-sur-Saône et je suis référent clinique pour une société qui s'appelle IDMED et qui commercialise justement le pupillomètre Algiscan, entre autres. Du coup, je vous propose un plan où on va voir un petit peu l'intérêt du monitorage multimodal et puis on va dérouler un petit peu sur le monitorage de la sédation, de l'analgésie et de la curarisation. Mais tout ça en pratique, avec des données assez précises sur, entre guillemets, les problématiques. Alors oui, j'utilise ce terme-là parce que c'est réellement la réalité des services de réanimation, et vous allez voir, on va pouvoir un petit peu décrire tout ça ensemble. L'intérêt du monitorage multimodal. Alors, il est de plusieurs natures. L'indication de la sédation, analgésie, curarisation, comme on a vu tout à l'heure, c'est une stratégie thérapeutique qui est essentielle, d'accord, pour la prise en charge des patients. Elle est ciblée et justifiée. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu, est-ce que les thérapeutiques que je mets en place sont compatibles avec l'état de santé du patient, d'accord? Et puis, l'évaluation, elle est continue. Christina vous en a parlé tout à l'heure. L'évaluation doit être continue et indispensable. Et l'objectif, c'est vraiment d'optimiser les thérapeutiques que vous avez administrées aux patients. C'est ça l'intérêt. Et c'est ça notre intérêt au chevet du patient. Pourquoi tout ça? Parce que la pharmacodynamie, c'est l'effet du médicament sur l'organisme. D'accord? Donc on a eu, effectivement, on a des doses poids, pas de problème, mais est-ce que réellement ces doses poids sont à prendre pour argent comptant? Non. On fait, par exemple, dans l'antibiothérapie, on fait dévaler parce qu'on essaie de voir un petit peu comment le patient réagit et quelle est la dose du médicament qui est dans le patient. D'accord? Et donc, on injecte des thérapeutiques, mais de l'autre côté, il faut qu'on essaie de voir les effets. Et c'est ça qui est intéressant. Donc les mesures de l'effet, et c'est la conséquence des thérapeutiques. Quand on injecte par exemple du propofol, on sait qu'on est au pic plasmatique du propofol. Pourquoi? Quand on a une absence justement du réflexe ciliaire. Vous utilisez des morphiniques, trop de morphiniques, en fin de compte on obtient une bradycardie. Mais ça c'est des conséquences. Et qu'est-ce qu'on peut faire avant d'avoir ces conséquences-là? C'est ça l'intérêt. Bien sûr, le jugement clinique, Christina l'a rappelé, d'accord, observer, surveiller d'abord, d'accord, ça c'est la clinique et c'est la clé. Et le monitorage, en fin de compte, c'est un allié, donc il va vous aider justement à faire la part des choses. Alors, le monitorage pour tous, du coup, si on a un patient qui est sédaté curarisé, on a le choix de naviguer à vue, on a le choix de monter dans un avion et que le pilote n'a pas encore il a validé tout son manuel, mais du coup le monitorage c'est vraiment une aide, d'accord? Donc l'objectif du monitorage c'est vraiment d'assurer un juste équilibre entre l'efficacité, la sécurité que vous allez devoir à votre patient et puis le confort. Et puis un terme qui est important, c'est l'individualisation des posologies des doses. C'est ça qui est intéressant, d'accord? C'est qu'on ne peut pas faire du tout venant, c'est pas possible. Alors, pourquoi? Effectivement, ici, vous avez les surdosages qui peuvent amener justement, des surdosages qui sont néfastes. Il peut y avoir de la mémorisation si on a des patients qui sont curarisés mais mal sédatés, mal analgésiés, d'accord? Je pense qu'on a tous dans notre référentiel des patients où on se dit, tiens zut, j'ai arrêté les curares et en fin de compte, il était un petit peu conscient, probablement qu'il faudra peut-être revoir tout ça, d'accord?
Alors, l'intérêt du monitorage, toujours, est donc, bon, la curarisation rend impossible l'évaluation de l'analgésie par les scores habituellement utilisés en réa. Donc là, je parle de l'analgésie, mais c'est en fin de compte tout, d'accord? La sédation également. BPS et RAS, impossible sur les patients sédatés curarisés. Et puis le monitorage, et là, c'est là où intervient justement le monitorage. Donc, effectivement, le monitorage, il y en a pléthore, d'accord? Et puis, il y a des spécificités sur chaque monitorage. Donc, vous avez ici du monitorage de la sédation, du monitorage de l'analgésie, et puis la curarisation, vous en avez aussi pléthore. Donc après, à vous de voir vos besoins, et puis de pouvoir cibler exactement ce que vous voulez faire, d'accord? Les objectifs du monitorage de la sédation. Alors là, je vais faire quelque chose d'assez général. D'accord ? Christina vous a parlé du BIS, donc je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les monitorages, tous ceux qui monitorent la sédation, ils sont basés sur l'évaluation de l'EEG. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les monitorages vont voir un désordre. S'ils voient qu'il y a un désordre au niveau de l'EEG, ils vont dire « le patient est conscient ». Et s'ils voient que les signaux électriques de l'EEG sont plus doux, plus calmes, donc là, en fin de compte, le patient dort. D'accord ? Il est sédaté. Et puis, il y a des échelles entre 0 et 100. Il y a des échelles qui sont entre 40 et 60 pour le BIS, mais par exemple, le SEDLINE, c'est entre 25 et 50. Et puis, il y a des données autres. D'accord ? Et une électrode frontale, comme vous avez vu tout à l'heure. D'accord ? Et puis, parallèlement à ça, il y a l'intégration du potentiel électrique des muscles frontaux, d'accord ? Puisque l'électrode, elle prend tout ce qui passe, quoi. D'accord ? Pardon, attendez. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que votre moniteur de profondeur de sédation, comme par exemple le BIS, il arrive à capter que les médicaments GABAergiques, d'accord ? Il n'y a que ceux-là qui sont détectés. Donc, ce qu'on vous utilisez comme sédatif habituellement. Les morphiniques sont indétectables. D'accord ? Donc, votre moniteur de sédation, ce n'est pas un moniteur d'analgésie. D'accord ? C'est différent. Et puis, vous avez des médicaments qui peuvent altérer ces signaux, comme de la kétamine, par exemple. Vous avez ici le schéma qui est produit par l'industriel, d'accord ? Et on voit que pour une anesthésie qui est cliniquement significative, qu'est-ce que ça veut dire cliniquement significatif ? C'est que déjà, on ne veut pas de mémorisation. Et on sait qu'on est de manière optimale. Alors, vous voyez, la fourchette, elle est grande, hein, 40-60, parce qu'il y a des variations. Et on n'est pas obligé d'aller se jeter sur l'administration des thérapeutiques quand on a une petite variation. Il faut attendre et il faut voir un petit peu ce qui se passe. D'accord ? Et puis ensuite, vous avez des niveaux de sédation qui sont vraiment très bas et qui sont extrêmement délétères pour le patient. Là, vous avez une étude, d'accord, qui a comparé le BIS 35 versus BIS 50. Clairement, on voit une réduction de 34% du risque de délirium pour les patients avec un BIS 50, d'accord, avec des conséquences qui ne sont pas à prendre à la légère, d'accord, un délirium post-opératoire, bien sûr. Donc là, c'est de la chirurgie, vraiment de la chirurgie maximale de 6 heures. Vous imaginez un patient de réanimation où on le sédate de manière profonde pendant plusieurs jours, d'accord ? Donc, plus d'admissions non prévues en réanimation, en post-opératoire, les durées de séjour qui sont un peu plus longues et les troubles cognitifs qu'on peut avoir jusqu'à 1 an après. C'est pas anodin vraiment de sédater profondément les patients. Et puis, bien sûr, la mortalité qui a doublé à 1 an. Alors, vous avez un signal. Ce signal, d'accord, tout à l'heure, on l'a vu, c'était 45 ou 50. Il y a un delta qu'on peut avoir entre le moment où vous allez avoir ce signal et l'état réel du patient. Le constructeur dit 30 secondes, d'accord, entre 15 et 30 secondes, mais il y a des études qui ont montré qu'on pouvait avoir un delta jusqu'à 104 secondes. D'accord ? On a plus d'une minute entre ce que vous allez voir sur le moniteur et donc l'état réel du patient. D'accord ? Donc, si vous faites qu'une sédation, pas de curarisation, eh ben, il faut aussi un petit peu analyser tous ces chiffres-là. D'accord ? Et puis vous avez les suppressions ratio, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est que c'est des silences isoélectriques, et là on est vraiment néfaste. D'accord ? Donc c'est des SR qui sont indiqués, et les SR c'est le temps que passe le patient en silence électrique. D'accord ? Donc ça peut être dû au surdosage, mais vos patients de réanimation, ce n'est pas des patients simples, d'accord ? Autrement, ils ne seraient pas là. Et donc, vous pouvez avoir aussi un impact de l'hypocapnie, de l'hypoglycémie, de l'hyponatrémie, de l'hypothermie sur le BIS.
D'accord? Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a un impact de l'EMG. Alors l'impact de l'EMG, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez curariser un patient qui est non curarisé, ses muscles sont actifs, les muscles frontaux. Et donc le signal EMG va augmenter et le BIS va augmenter aussi. D'accord? Mais le cerveau, en fin de compte, il n'a pas bougé dans la sédation que vous avez mis. Et puis l'effet du curare, c'est l'effet inverse. Donc il va y avoir un blocage neuromusculaire au niveau des muscles frontaux. Et puis vous avez une activité EMG qui va diminuer fortement et un BIS qui va aussi diminuer fortement. D'accord? Mais pour autant, le patient sera sédaté de la même manière. Donc c'est des notions à comprendre pour pouvoir adapter au mieux les thérapeutiques de vos patients. Et en plus, comme tout appareil, il y a des indices de qualité. Donc ici, vous avez le SQI sur le BIS, c'est les bandes, c'est les petites barres vertes. Ensuite, vous avez l'indice de EMG. Donc voilà, et on voit un petit peu si effectivement il y a de l'EMG ou pas. Donc là, il n'y en a pas. On peut se dire probablement que le patient est curarisé. Les SR, il n'y en a pas. Et puis vous avez un BIS à 45. On est pas mal. Les sédations déséquilibrées, alors, quels sont les risques? Christina vous en a parlé, d'accord. Les réveils qui sont retardés, les sevrages ventilatoires qui sont un petit peu aussi retardés également, et puis le risque de délirium et de troubles cognitifs. Des sédations qui sont insuffisantes, du coup, douleur et conscience qui sont non exprimées, surtout chez les patients qui sont sous curare, et ça, c'est quand même un petit peu dommageable. Et puis des syndromes de stress post-traumatique, le patient qui comprend et qui entend tout ce qui se passe autour de lui et qui subit, d'accord. Alors, il y a effectivement des difficultés qui sont à lister. Donc il ne faut pas occulter tout ça, et puis il faut plutôt répondre à tout ça par de la formation, par de la compréhension des outils. D'accord? Et donc là, l'installation technique, voilà, peut-être que l'installation des électrodes elle est un peu difficile, le patient est transpirant, il a des œdèmes un peu partout, il sointe. Le signal peut être altéré, d'accord, avec le EMG, les couvertures chauffantes si vous en avez. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a le temps de latence qui peut apporter justement une petite difficulté, mais quand on le sait, on anticipe, d'accord. Et puis, il peut y avoir aussi de la confusion, on peut se dire, moi je mets de la morphine, je mets de la kétamine, qu'est-ce qui se passe? Non. Du coup, je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait ces impacts, d'accord, dessus. Et puis, la formation c'est vraiment très 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 important pour pouvoir maîtriser, parce que c'est ça en fin de compte, c'est ce qu'on demande aux infirmiers, infirmières et aux médecins dans les réanimations, c'est d'être des experts, chacun dans son domaine, mais au moins de maîtriser les appareils qu'on installe au chevet de nos patients. Alors, je vous ai parlé de la sédation, l'analgésie. Donc là aussi, vous avez des monitorages qui sont différents, l'ANI, le NOL, le SPI et le PPI, dont Christina vous a parlé tout à l'heure. Alors, la douleur, qu'est-ce que c'est? La douleur, c'est un processus qui est conscient, d'accord? Je vous fais mal, vous me faites mal, je vais dire aïe, j'exprime, d'accord? Mais le circuit, c'est de la nociception. Donc, si je suis anesthésié, la douleur, je ne l'aurai pas, je ne vous dirai pas aïe puisque je suis endormi. Néanmoins, la nociception, le circuit nociceptif va être présent. Et c'est là où on va commencer à développer de la mémorisation si on ne traite pas correctement la nociception du patient. D'accord ? Donc là, je passe assez rapidement, d'accord, parce qu'on sait que les séjours en réanimation, ça génère de la souffrance, d'accord, et puis ça déclenche des stress, ça déclenche en fait compte des éléments qui sont néfastes aux patients. Et puis, vous l'évaluez, vous en a parlé, Christina, ils sont évalués, réévalués à chaque fois. Et puis, s'inscrire dans une démarche d'équipe pour améliorer la qualité des soins. Je pense que là, tout a été démontré tout à l'heure. Alors, quels sont nos besoins? On aurait besoin de quoi pour ces appareils-là? On aurait besoin peut-être d'un appareil qui anticipe la douleur, entre guillemets, que je vais générer aux patients. Et puis, est-ce que je peux m'affranchir en fin de compte de la complexité des patients qui sont tachycardes, qui sont en ACFA, qui sont... voilà, tout ça. Et puis, ça peut m'aider à une décision, d'accord? Donc, j'augmente le SUF. Ou je n'augmente pas le SUF, je mets plutôt du propofol, ça va suffire. Et puis l'approche, elle est individualisée. Et encore ce terme-là, on individualise notre prise en charge pour chaque patient. Les objectifs, c'est détecter la douleur chez tous les patients. Il faut adapter les antalgiques, bien sûr, ça on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est des choses que vous savez. Et intégrer la douleur comme paramètre vital à part entière. D'accord ? C'est vraiment une notion très importante. On ne peut pas chanter ce paramètre-là parce qu'on a sédaté, curarisé les patients.
On ne peut pas dire, moi, du coup, j'ai fait mon BPS jusque-là, tout va bien, mais une fois que mon patient est sédaté curarisé, du coup, je ne fais plus mon BPS. Ben, du coup, pourquoi? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Il y a une notion qui est la nociception antinociception, c'est une balance entre la nociception, le stimulus nociceptif du patient, d'accord? Est-ce que vous allez apporter comme antinociceptif, d'accord? Donc les antalgiques, bon, et puis les méthodes peut-être non médicamenteuses exactement en plus. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, d'accord? Ce schéma, donc on voit sur votre gauche que le processus cortical, c'est le processus qui est conscient, d'accord? Et à droite, c'est le processus inconscient, c'est sous-cortical. Du coup, quand vous endormez votre patient, c'est ce que je vous expliquais, il ne va pas vous dire que j'ai mal, mais par contre, il va y avoir des conséquences. Et quelles sont ces conséquences? Eh bien, du coup, augmentation de la pression artérielle, par exemple, une tachycardie, des sueurs et des larmes, et puis le réflexe de la dilatation de la pupille, il va y avoir une mydriase, d'accord? Mais on vous l'a expliqué tout à l'heure, les variations de ces paramètres sont ni spécifiques, ni précoces, ni sensibles à la douleur chez les patients sous anesthésie générale. D'accord ? A contrario, le réflexe de la dilatation de la pupille, c'est quelque chose qu'on a pu travailler, on a pu travailler pour justement obtenir une anticipation. D'accord ? Pour pouvoir générer cette nociception, ce stimuli nociceptif infranociceptif en gros. Alors, le réflexe de la dilatation de la pupille, le PPI, comme il a été expliqué, il repose sur quelque chose de très simple. Hein, c'est le réflexe de la dilatation de la pupille. Vous mettez un stimuli au patient et le patient va avoir une dilatation de la pupille. Je l'ai dit au moins 3 fois, mais comme ça au moins les répétitions fixent la notion. Le PPI n'est pas impacté par les variations hémodynamiques. Et puis, bien sûr, il y a des limites. On en parlera tout à l'heure. Alors, n'ayez pas peur du schéma, c'est assez simple, d'accord ? Vous avez à gauche le myosis, à droite le mydriase. Il y en a un qui est généré par le parasympathique, d'accord ? Quand vous faites par exemple un réflexe photomoteur, eh ben, vous stimulez le parasympathique. La stimulation sympathique, d'accord, génère une mydriase. Chez un patient éveillé, toujours la même chose. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une balance entre le parasympathique et le sympathique, d'accord ? Il n'y en a jamais un qui est inhibé totalement. Par contre, chez les patients qui sont sédatés, d'accord, qui sont sédatés analgésiés, la voie parasympathique est modulée ou atténuée, d'accord, et donc ça permet au sympathique de se libérer. Donc, ok, on est pas mal là du coup. C'est-à-dire que je peux aller regarder si mon sympathique bouge ou pas. Comment ? Avec une lumière qui est la pupille. Ok, on est bien. On continue. Alors, on a 2 éléments, on n'a pas, ça c'était documenté, hein, il y a plein d'études là-dessus, des études de Larson ici, comme vous pouvez voir. Donc, vous avez à gauche une stimulation nociceptive, donc vous voyez avec le trait rouge, et donc vous voyez l'évolution de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle versus l'augmentation de la pupille là-haut. Et puis, pareil, sur votre droite, et là on s'est dit, on va essayer de mettre des médicaments, on va mettre du bêta-bloquant, et on va voir ce que ça donne. Les bêta-bloquants, vous voyez ce qu'ils font, d'accord ? Donc, la tension et la fréquence cardiaque ne bouge quasiment pas, mais le réflexe de la dilatation de la pupille est toujours présent. Il y a des études un petit peu qui ont été faites, études chez le professeur Payen en neurotraumato à Grenoble, où ils ont des patients neurolésés et ils ont pu voir qu'avec un PPI par exemple à 4, sur une aspiration endotrachéale, on ne montait pas l'hypertension intracrânienne. D'accord ? Et puis de l'autre côté, Fratino qui a dit qu'en gros, ils ont fait sur l'étude dans leur service, c'est observationnel, 55% des patients, en fin de compte, ont montré un contrôle insuffisant de la stimulation nociceptive. 55%, c'est quand même pas mal. Hein. Les limites sont simples, hein, c'est l'accès à la tête, s'il y a une opacité de la pupille, et puis c'est un monitorage itératif, d'accord ? Donc ça nous oblige à aller le faire ponctuellement, d'accord ? C'est pas un monitorage continu. On a certains thérapeutiques qui peuvent être un petit peu en contradiction, qui peuvent garder un petit peu la pupille un peu plus ouverte, comme par exemple le tauropéridol si vous l'utilisez en réanimation, et puis il y a des concentrations de protoxyde d'azote, mais nous on n'utilise plus. Là maintenant ça devient de plus en plus rédhibitoire. On va passer au monitorage de la curarisation. Donc là, du coup, ça sera Alexandre Benoît qui va passer tout à l'heure et qui détaillera les choses un peu plus en profondeur. Moi, je vais quand même passer sur la partie clinique. Le monitorage de la curarisation, les indications, on vous en a parlé tout à l'heure, d'accord ? Je vais passer assez rapidement, mais je voudrais quand même qu'on s'attache au dernier item, éviter l'asynchronisme patient-machine. Alors, effectivement, la curarisation, ça a toujours été un problème. Hier, j'ai discuté un petit peu avec des collègues de réanimation également. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il
il faut essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent les appareils. Donc Alexandre Benoît va pouvoir vous décrire tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est déjà les mises en place. Les mises en place, elles sont assez simples. Et puis déjà, ça peut vous sortir un petit peu des problématiques. Positionnement délicat, effectivement, les électrodes. Et ben, peut-être qu'il faut dégraisser un petit peu la peau, d'accord. Et puis essayer de positionner correctement les accéléromètres. Problèmes liés aux patients. Effectivement, les patients de réanimation, ils s'inflatent, ils ont des œdèmes, le décubitus qui peut être un problème, dépansement et qui peut être un peu partout. Et puis, est-ce que j'arrive à interpréter correctement les résultats? D'accord? Définition d'essai clinique, un TOF 4/4, ça ne veut absolument pas dire que le patient a récupéré complètement de sa curarisation. En fin de compte, il n'existe pas de patients un petit peu curarisés. C'est soit ils sont curarisés, soit ils ne le sont pas. D'accord? Et il y a des règles dessus. Les formations, c'est très important. Demandez des formations sur tous les appareils pour que justement vous puissiez avoir cette maîtrise de l'outil que vous utilisez. Ça peut être aussi une charge de travail, d'accord, donc d'essayer de comprendre tout ça, de mettre en place ces appareils-là, parce que vous en avez peut-être plusieurs à mettre, mais effectivement, ça fait partie de notre travail au quotidien. Et puis, des fois, on n'a pas d'argent pour pouvoir acheter ces monitorages. Mise en place, je suis allé un peu vite. Donc ici, en haut, vous avez la mise en place au niveau du nerf ulnaire. Donc mettez-le bien au niveau du nerf ulnaire, d'accord? À l'opposé du pouce, c'est ça, c'est vraiment important. Et l'accéléromètre, mettez-le bien au bon endroit, c'est-à-dire au niveau de la pulpe du pouce. Ne bloquez pas la course du pouce, ça c'est très important, d'accord? Espacez correctement les électrodes, ne les espacez pas trop loin, ne les mettez pas trop haut. Et puis vous avez une alternative, vous avez des patients qui sont très œdémaciés, très inflatés, pas de problème. Eh bien écoutez, on va utiliser le muscle sourcilier, pas de problème. Par contre, le monitorage du muscle sourcilier, ça va juste une analyse de la profondeur, d'accord? Mais à aucun moment, vous allez vous dire, mon patient est décurarisé avec le muscle sourcilier. Non, là c'est de la gestion, c'est de la navigation. D'accord? Pendant votre curarisation, vous avez un problème d'accès aux mains et vous avez un problème d'impédance ou de ce que vous voulez. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le sourcilier, mais pour la navigation. D'accord? Pas pour le réveil. Pour le réveil, on doit avoir un TOF à 4/4 avec une accélérométrie supérieure ou égale à 90% à l'adducteur du pouce. Ce sont les recommandations. Et puis ensuite, comme tout appareil, vous avez des indices de qualité et vous regardez. Est-ce que je suis dans le vert ou est-ce que je suis dans le jaune? D'accord? Les solutions, donc comme je vous ai expliqué, à vérifier la position anatomique correcte des électrodes, ça c'est très important. Et puis de l'accéléromètre, je me répète. Former les équipes à l'interprétation des courbes, donc le TOF, mais pas que, le PTC aussi, savoir, parce que si j'ai un TOF à 0, ça ne veut absolument rien dire. Si je vous dis vous avez une SPO2 à 100%, d'accord, mais quel est le niveau de la P petit AO2? Je ne sais pas, 80, 100, 150, on est en hyperoxie. Donc voilà, c'est juste histoire de mettre un chiffre sur la réelle valeur de la curarisation où on peut être. Réaliser des mesures répétées, si vous avez un problème de tendance, essayez de regarder un petit peu, de répéter un petit peu les mesures. Intégrer le monitorage dans un protocole, comme ça libère un petit peu de l'espace, du temps médical, mais surtout pour nous, ça nous permet vraiment de maîtriser les choses. Christina vraiment vous a pu vous le faire voir. Le curare à la seringue électrique, comme elle vous a expliqué, c'est pas un long fleuve tranquille, n'oubliez pas, il y a de la température de conservation du curare. Si vous préparez des seringues pour 24 heures, en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de votre poste, vous allez peut-être mettre des petites doses, mais au fur et à mesure de la journée, vous allez devoir augmenter les doses de curare parce que votre curare sera plus chaud. D'accord? Et puis ensuite, vous allez mettre du sulfate de magnésium, et ça va potentialiser les curares. Le docteur va prescrire arrêt du propofol, mise en place du sévoflurane ou de l'isoflurane. Du coup, ça va encore potentialiser, il va falloir diminuer. Et puis, le soir ou le lendemain, il va falloir refaire une nouvelle seringue et peut-être diminuer tout ça parce que le curare est à nouveau froid. Et n'oubliez pas les éléments parasites que vous pouvez avoir. Si vous faites des mesures automatiques, le matelas pneumatique qui se met en route, ils sont tellement sensibles, les appareils, qu'ils peuvent vous donner une indication fausse. D'accord? Et puis les soins, il y a des fois, on passe à côté du lit, on secoue le lit, la mesure, elle est en même temps. D'accord? L'évolution des œdèmes, on en a parlé, et de l'état cutané également. Là, c'est une étude qui a été faite en réanimation. Donc, ils ont pu voir sur 212 patients qu'il y avait 18% qui n'ont pas reçu de sédation. Donc, ils ont curarisé les patients et puis ils n'ont pas reçu de sédation derrière. Et puis, là où c'est le plus
la plus problématique, c'est que plus on prenait de l'âge, plus on avait affaire à des vieillards et moins la sédation était appliquée. Les réticences au monitorage, et je vais en terminer par ici, c'est les habitudes cliniques qui sont ancrées, clairement. Le monitorage est perçu peut-être comme un accessoire ou non nécessaire. Donc ça, c'est à nous de faire le travail pour que justement on puisse comprendre un peu tout ça. Manque de formation et d'interprétation, ça, effectivement, c'est pas facile, je le conçois. Ça demande du travail, mais de la formation. Mais les gens sont là pour accompagner les équipes, pour pouvoir comprendre. Les services du biomédical peuvent justement mettre en place tout ça. Et puis, la crainte d'un pilotage automatique, du coup non, parce que c'est plutôt nous qui maîtrisons le monitorage et pas le monitorage qui nous maîtrise, mais il faut le savoir. Et puis les contraintes techniques et logistiques, et puis après peut-être des données scientifiques qui peuvent être jugées insuffisantes ou hétérogènes. L'impact direct sur la mortalité, elle est encore débattue à ce moment-là, mais en tout cas, le confort du patient, je pense qu'il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus, et je pense que là, on vous l'a prouvé clairement. Et puis, voilà, certains médecins attendent des preuves plus solides pour intégrer tous ces monitorages dans leur pratique routinière. Merci à vous. Alors, merci beaucoup Ali pour ce topo. Alors, moi je trouve que pour utiliser un TOF, un BIS, il faut connaître, ou des médicaments comme le curare, il faut connaître les limites de ce produit. On voit bien que, par exemple, préparer une seringue de curare en mettant double ampoule dans la seringue, ça a des limites, parce que vu que le curare va se réchauffer, il va être moins actif au bout de 14-15 heures. Et le maître mot de ta présentation, pour moi, c'est la formation. Ça permet aux infirmières de connaître les limites de tout ce qu'on utilise. Ça prouve que j'ai été clair, du coup. Comment ? Je dis, ça prouve que ça a été clair. Si c'est le maître mot de la formation, c'est bien exactement ça. C'est le nerf de la guerre. Alors moi, j'ai fait intervenir Ali à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Les infirmières ont participé à 2 heures. Là, tu l'as fait en 20 minutes. On a travaillé ensemble. Tu as fait un topo de 2 heures pour expliquer tout ça. On a évalué la formation. Et je peux vous dire que depuis, l'équipe paramédicale, elle a compris plein de choses. Et il y a encore plus de raisonnement. Et je trouve que c'est très intéressant. Merci en tout cas. Merci. Oui, effectivement, je rebondis dessus. Là, c'est un topo qui est présenté pour parler un petit peu d'innovation, mais il ne faut pas hésiter à te contacter d'ailleurs, ou d'autres qui t'entourent, pour venir directement dans les services. C'est comme ça l'essentiel. Vous êtes peut-être 4-5 par service là aujourd'hui. Il faut aller dans le service, nous c'est ce qu'on a fait, c'était sur plusieurs jours, puisqu'on a commencé le dispositif à partir du moment où tout le monde est formé, ce qui doit se faire habituellement. Et puis, c'est vrai qu'Ali, alors ta présentation était excellente et un très bon pédagogue, parce que tu es du métier, et c'est toujours mieux quand c'est quelqu'un qui l'utilise que quand c'est une présentation faite par quelqu'un qui a simplement les connaissances scientifiques, même si c'est important. Donc il ne faut pas hésiter en tout cas à le contacter pour qu'il aille sur le terrain. C'est pas des dispositifs entre guillemets qui sont coûteux, moi je ne connais pas le prix des dispositifs, mais c'est pas entre guillemets quelque chose qui est très très cher en réanimation. Par contre, ça apporte énormément, mais il faut effectivement de la formation, il faut que les gens soient convaincus. Et puis convaincu que ça nous rend autonomes auprès des malades et dans le cadre des soins. Donc c'est ça qui est important. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions ? Est-ce que vous êtes prêt à appeler Ali pour venir vous former ? Oui ? Bon, Auguste est convaincu de Lyon. Non, vous êtes tous convaincus. Non, mais il faut être formé. Il faut faire venir les gens. Puis après, vous pouvez aussi ne pas être convaincu, puis ce qui n'est pas très gênant d'ailleurs. C'est pas un problème. L'idée, c'est d'échanger, de partager. Oui, Edouard. Bonjour, je suis Eva, infirmière en réanimation à Châlons. Moi, la question, c'est plus par rapport à l'appareil PPI, qu'on ne connaît pas encore du tout. Je dis encore, avec un petit espoir. Par rapport à certains médicaments qu'on passe, comme notamment le Sufinta, où on sait qu'au bout de plusieurs heures, le patient va se mettre en myosis aréactif. Du coup, l'appareil est capable d'éliminer les médicaments et de faire la part des choses pour évaluer, du coup. Du coup, c'est vraiment la question que j'attendais.
Voilà. Alors, voilà, vraiment. Bravo. Il y avait celle qui était précédemment que tu n'as pas posée. Non, même pas. Vraiment, on n'en a pas discuté. On n'a pas discuté ensemble. Mais c'est réellement ça, si tu veux. En fin de compte, le Sufinta, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va effectivement impacter ta pupille en créant un myosis, d'accord ? Et donc, ton PPI, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir stimuler ton patient. Et s'il n'y a pas de modification de ta pupille, eh ben, tu vas avoir un PPI qui va être très bas. Probablement que tu vas être en surdosage. Il y a une notion qui était très, très, très importante que disait Christina. Si tu as un PPI, par exemple, à 1, ça veut dire non-modification de la pupille, tu es parti pour faire une chirurgie cardiaque. Clairement. Et donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir de libérer un petit peu, de relâcher le Sufinta et de pouvoir avoir une mobilité de la pupille pour obtenir des niveaux de PPI entre 4 et 6. Néanmoins, si tu as besoin de faire un soin qui est un petit peu douloureux, tu peux soit augmenter par exemple ton Sufinta pour diminuer le niveau de PPI, soit faire de la locale par exemple si tu as un terrain thoracique à poser. Mais vraiment, l'intérêt c'est vraiment ça, c'est de pouvoir jouer sur la mobilité de la pupille. D'accord ? Donc PPI à 1 sur le schéma qu'elle vous a fait voir tout à l'heure. PPI à 1 c'est un patient qui est analgésié mais peut-être beaucoup trop. D'accord ? Et puis PPI à 9 c'est un patient qui est vraiment une analgésie qui est très légère. Et puis en réanimation, notamment en réanimation médicale, on n'a pas besoin de faire de la sympatholyse brutale, d'accord ? Mais peut-être faire de l'analgosédation, ça suffirait amplement. Donc avec des objectifs, Jean-Pierre a fixé des objectifs entre 4 et 6 pour son service, et donc c'est largement suffisant. J'ai répondu à ta question ? Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis étonné qu'à Châlons, effectivement, ils n'aient pas le dispositif. C'est les cordonniers les moins bien chaussés ici, hein, non ? Je vais en parler à Paul Simon, oui. Je suis assez convaincant. Je vais lui en parler juste à la pause. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres suggestions ? Vous voyez, c'est en partageant, c'est des expériences. Hein. Encore une fois, on peut naviguer dans un service et dans l'autre, voir comment ça fonctionne. Hein. On parlait d'Ali qui va peut-être pas pouvoir intervenir tout le temps, mais voir comment ça se passe dans les services. Oui, une autre question ? Oui, bonjour, Laura Cli, je suis infirmière en réanimation à Roubaix. Ça fait 10 ans que je fais de la réanimation et je parcours un peu les services en fait, parce que j'en ai déjà fait 3. Et en fait, c'est vrai qu'on a finalement un monitorage qui est complètement différent d'un service à l'autre. 10 ans que je me pose ces questions de douleur et qui parfois interpellent un peu mes valeurs aussi. Et donc moi je suis convaincue de tout ça que je connais déjà, mais là où je me retrouve en difficulté, c'est la justification auprès des médecins. D'une, parce qu'ils ont du mal à laisser cette autonomie quand même, probablement parfois un peu aux équipes. Et même s'il y a un protocole qui est déjà là, mais qui est juste sur la gestion du sevrage, il n'y a pas beaucoup plus. Et ensuite de ça, parce que des questions de financement, comment on pourrait financer. Donc je me retrouve face à cet obstacle-là pour augmenter. Là aujourd'hui, on n'a pas de TOF, donc on n'a pas du tout de monitorage du patient curarisé. Les analgosédations sont souvent trop profondes et j'ai du mal à faire entendre que c'est beaucoup trop profond par rapport à ce qu'on fait. Alors je fais de la polyvalente, donc du chirurgical, du médical. Et les objectifs sont les mêmes en fait pour chaque patient. Donc du coup, j'ai du mal à trouver cette personnalité, cette personnalisation-là des stratégies dans mon service. Comment je pourrais le faire pour... Alors, je vais peut-être simplement répondre à lui sur la partie... La qualité et la sécurité des soins, c'est pas négociable. Point. Donc à partir du moment où votre cadre, votre chef de service dit on n'est pas en sécurité, la qualité et la sécurité des soins n'est pas garantie, c'est pas possible. Donc voilà, c'est simplement l'argument tout simple. C'est comme ça qu'on peut obtenir des moyens, pas forcément immédiatement, mais c'est pas des dispositifs qui sont extrêmement coûteux. Mais encore une fois, voilà, si on peut pas garantir ce qu'on fait, et vous le dites très bien en termes de conflit de valeurs, de qualité empêchée. Moi, on m'empêche de faire mon travail, je suis pas bien dans mon travail. Quand on parle d'attractivité, de qualité de vie au travail, de fidélisation des métiers, faut passer par là. Et la qualité et la sécurité, ça fait qu'effectivement, on va rester dans le service parce qu'on se sent bien. La notion d'autonomie, ça va être la notion de confiance. On me laisse autonome, c'est parce qu'on me fait confiance. Donc ça fait référence à la culture de service. Voilà. Donc si on ne vous fait pas confiance, on ne vous rend pas autonome, c'est parce qu'il n'y a pas de culture de service. Donc il faut développer ça, et ça sera discuté d'ailleurs tout à l'heure lors d'un topo médical, sur la qualité de vie, les conditions de travail, c'est tous ces éléments-là. C'est pas que des éléments techniques ou de management, c'est aussi se faire confiance dans le soin, puis laisser
laisser faire. Et puis, encore une fois, moi je suis médecin, chef de service, j'ai 25 ans d'expérience. Je préfère que ça soit une infirmière qui est plus proche du malade que moi, qui ait d'autres préoccupations ou des obligations, qui gère le malade, plutôt que ce soit moi qui aille régler les boutons, le respirateur et tout ça. Voilà, puis que le malade soit déstabilisé. Et donc ça, c'est important à le faire comprendre par les équipes, mais il faut échanger. Moi, j'ai bien vu dans les formations, il y a beaucoup de soignants qui vont dans les formations, beaucoup moins de médecins. Donc en fait les formations, nous on est obligé que ce soit les médecins et puis les internes qui y aillent pour comprendre, parce qu'il n'y a pas de raison effectivement, si c'est des éléments techniques, les médecins n'y aillent pas, et notamment les internes. Hein. Alice, tu veux rajouter des choses? Non, c'est vrai que c'est assez complexe hein, comme question, mais je pense que tu as même de parler de ça pour... Il faut une culture de service et une culture d'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, d'autres questions? On a encore un petit quart d'heure, mais Alexandre, il sait faire clair et concis. Merci beaucoup, Ali. Merci. Merci beaucoup de ta présence.